Je pense qu'il est temps de commencer, du coup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui avec nous et de savoir que le sujet vous intéresse. Chômage, corruption, pauvreté et inégalité. C'est tout ce qui se cachait derrière les premiers soulèvements en Tunisie. 10 ans après, qu'est-ce qui a véritablement changé? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Cette colère, est-ce qu'elle a été renforcée ou plutôt apaisée? On en débat aujourd'hui avec nos intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir professeur Kmar Bendana, historienne, chercheur à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine, professeur à l'université de la Manouba, membre du comité de rédaction de la revue Ibla à Tunis, Rawafed et de l'année du Maghreb. Elle s'intéresse surtout à l'historiographie, bilinguisme et l'histoire des intellectuels. Professeur Wahid Ferchichi, bonjour. Professeur en droit public à l'Université de Carthage, il co-dirige le master des droits humains, il coordonne la clinique juridique violence basée sur le genre, et il est le cofondateur de l'Association tunisienne de la défense des libertés individuelles. Actuellement, il s'intéresse aux questions de la l'égalité complète entre hommes et femmes et à la reconnaissance des droits des personnes minorées, à savoir la communauté LGBT. Je ne peux qu'être honorée de recevoir aussi mon professeur d'anthropologie pendant 5 ans. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous, professeur Ahmed Melliti, socio-anthropologue, professeur à l'Université Tunis El Manar, chercheur affilié à l'IRMC et vice-président de l'Association internationale de sociologie en langue française et s'intéresse surtout aux questions de la jeunesse et transformation du religieux. Alors pour commencer, en fait, on va revenir certainement sur les détails de ce qui s'est passé en 10 ans en Tunisie. Mais pour commencer, j'aimerais savoir quel souvenir provoque chez vous cet anniversaire de 10 ans de la révolution tunisienne. Professeur Bendana, j'aimerais commencer avec vous, vous qui vous intéressez de moins en moins à l'histoire classique, mais plus au souvenir, à la mémoire et à ce qui est de vécu en fait. Comment vous avez vécu ces 10 ans et quels souvenirs provoque chez vous cet anniversaire? C'est deux choses différentes. Si c'est le souvenir du 14 janvier 2011, eh bien, à cette heure-ci, il y a 10 ans, j'étais dans tous mes états, nerveuse, angoissée, avec beaucoup de peur. Mes filles étaient sur l'avenue Bourguiba. Ma mère était malade et moi, je ne pouvais pas bouger parce que j'entendais des coups de feu à Mamlif. J'avais très, très peur. Je devais lui préparer son repas à ma mère et en même temps, mes filles à qui je faisais des SMS répétés ne me répondaient pas. Donc, j'étais dans une angoisse absolue parce que c'était une forme d'inconnu que je vivais comme citoyenne tunisienne qui était complètement inédite pour moi et j'étais dans une très, très grande angoisse. Ça, c'est pour les souvenirs personnels, subjectifs, si vous voulez, et comment j'étais ce jour-là. Donc, pour moi, c'était un jour d'angoisse, d'inconnu et de peur parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et on sait aujourd'hui qu'il y aura un début je ne dis pas de dénouement, mais en tout cas, la situation a commencé à bouger avec le départ de Ben Ali à 6 heures de l'après-midi en avion. Et d'ailleurs, on ne savait pas dans quelle direction on le suivait et on a su dans la soirée qu'il est parti en Arabie Saoudite et on a su le lendemain que son avion est revenu sans lui. Voilà, ça c'est le souvenir de la citoyenne et de la personne. Alors, c'est vraiment étonnant que le même événement historique, on a plusieurs vécus en fait en réponse au même événement historique. Mais j'aimerais, avant de passer à professeur Meliti, professeur Wahid Fechi, j'aimerais passer la parole à professeur Casarino, qui voulait accueillir à sa façon nos intervenants. Et donc voilà. Très brièvement, Donia, oui, oui. Mais juste dire à nos trois invités, Ahmed Meliti, Kmar Bendana, Wahid Ferchichi, que nous sommes heureux de vous avoir ici au nom du Collège d'Europe, bien évidemment. Ça, c'est une initiative qui a été lancée par nos étudiants, et là, je tiens à le souligner. Et je souhaite tout d'abord les remercier eux aussi, et puis remercier également Amel Hammami, qui est parmi nous,
très discrète, mais qui a toujours été dans les coulisses pour nous assister. Elle est en ligne, elle ne se manifeste pas, mais aussi il faut la remercier très chaleureusement. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Merci. Merci, professeur Kassarine. Je passe la parole au professeur Wahid Kechichi. Comment vous avez vécu cet événement historique, si on peut l'appeler? Oui, merci professeur Cassarino, Donia et Amel, merci infiniment pour cette opportunité, pour en discuter et pour renouer aussi avec le Collège d'Europe. En fait, Madame Bendena vient de vous dire qu'elle était très angoissée et que ses filles étaient à Habib Bourguiba à l'avenue. Moi, j'étais avec les filles de Madame Bendena. Donc, j'étais du côté de l'avenue Habib Bourguiba et on a vécu des moments historiques. Parce qu'en fait, le 14 janvier, je pense, restera gravé à jamais dans nos mémoires et de voir toutes ces scènes et qui ont permis à un moment donné à toute cette jeunesse et bien sûr des personnes moins jeunes qui étaient du côté de l'avenue Habib Bourguiba et les autres artères. Et notamment, en fait, le souvenir qui m'a marqué, en fait, le 14 janvier, c'est cette présence de femmes. En fait, Habib Bourguiba a été aussi très métissé en ce 14 janvier 2011 et que la présence de femmes, de filles, de jeunes femmes et de jeunes filles m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça, sur le plan personnel. Et bien sûr, je zappe tous les petits problèmes qu'on a vécu sur l'avenue Habib Bourguiba parce que ce n'est pas ça qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan, en fait, autre que personnel et subjectif, c'est aussi, en fait, à partir de cette soirée du 14 janvier, le passage du 14 au 15 janvier, j'ai commencé à tenir un journal que j'ai appelé le journal juridique de la Révolution tunisienne et qui m'a beaucoup accompagné et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, qui m'a permis par la suite de produire un grand nombre de textes, un grand nombre de recherches et un grand nombre aussi d'articles qui ont été publiés et qui nourrit jusqu'à aujourd'hui, en fait, ma réflexion. Ça m'a permis hier, par exemple, de reprendre mes notes du 14 janvier 2011 et de voir un peu toutes ces impressions. Voilà un peu, Donia, mes souvenirs personnels et scientifiques, si vous voulez, relatifs à ce grand événement de 2011. Un problème de son? Donia, je pense que votre son est coupé. On n'entend plus. Là, ça marche? Vous m'écoutez? Ça marche, oui. Très bien. Bon. Alors, je disais merci d'avoir partagé avec nous ces souvenirs tant scientifiques que personnels. Et professeur Melici, quelle image gardez-vous de cet événement? Je dirais que moi aussi, j'étais un peu avec les filles de Khmar sur l'avenue Bourguiba. Je pense que c'était quand même une grande émotion ce moment-là. Une émotion de voir les Tunisiens unis, enfin cette unisson, ce sentiment de communion, si j'ose dire, révolutionnaire, ça on le dit un peu dans la littérature, mais je crois que le fait de l'avoir vécu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis le sentiment aussi qu'il y a une sorte d'ouverture, si j'ose dire, des possibles, un sentiment de liberté incroyable qui était là, au fond de chacun de nous. Et puis, avec le temps, on a eu un peu tous le sentiment que voilà, l'histoire reprend un peu sa marche, que voilà, l'histoire n'est plus figée, que les choses avancer d'une manière ou d'une autre, dans l'effervescence certainement, dans la crise, dans le conflit absolu, mais que voilà, l'histoire a repris ses droits et aussi, je pense, la politique aussi, qui était bannie, je dirais, de l'espace public. Alors j'aimerais passer, ça c'est vraiment pas préparé en fait, mais j'aimerais passer d'une génération à une autre et interroger les étudiantes tunisiennes qui sont avec moi ici pour savoir comment elles ont vécu ces événements en fait. Salma, tu peux me rejoindre si tu veux? Salma Toujman. Bonjour, merci aux intervenants pour cette conférence intéressante et pour votre intervention. Merci au professeur Cassarino. Merci à nos collègues qui sont ici. Alors, je m'appelle Salma Toujman, je suis étudiante au Collège d'Europe et le jour du 14 janvier, j'étais aussi à l'avenue Habib Bourguiba. Mais pour moi, je n'étais pas une personne politiquement engagée, j'étais encore jeune, j'étais lycéenne. Mais le déclic et l'intérêt pour la politique a commencé pendant cette période-là. C'était un sentiment très intense
de citoyenneté et de devoir de partir en manif. Donc, c'était ma première manifestation le 14 janvier. C'était une manifestation très intense. On n'avait aucune vision sur ce qui allait arriver, mais on était tous tellement émus qu'on est sortis. Et ça reste un événement qui m'a marqué et qui a contribué au fait que je sois là aujourd'hui et au fait que finalement j'ai choisi de faire des études orientées en politique. Merci Selma d'avoir partagé ce souvenir. Alors moi, j'étais pas du tout intéressée à la politique, j'avais à peine 15 ans et j'étais limite obligée de participer à ces manifestations parce que j'étudiais au lycée juste à côté de la Casbah où il y avait toutes les manifestations et les sit-ins. Donc j'étais vraiment j'étais dans le truc sans même le savoir. Donc avant de passer aux interventions, j'aimerais préciser que ce débat, enfin ces interventions vont durer 10 minutes par intervenant. Ensuite, on va prendre une ou deux questions, mais gardez toutes vos questions à la fin du débat parce qu'on va avoir, on va avoir le temps pour les poser et répondre. Professeur Bendana, je commence toujours avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas… Parce que je suis la plus vieille, c'est normal. Pardon? Mais parce que je suis historienne peut-être, non, je plaisante. Mais parce que je suis historienne et que voilà, peut-être dans une sorte de logique d'exposé, je comprends et j'accepte le rôle. Peut-être que vous avez aussi une vision assez atypique de l'histoire. Et justement, en fait, j'aimerais savoir comment peut-on, à travers l'histoire, comprendre l'actualité et l'actualité palpitante, en fait. Oui, bien sûr. Mais les palpitations de l'histoire, ce sont des, ce sont des choses qui ne sont pas toujours captées, enregistrées et qui ne traversent pas toujours le temps. C'est une des leçons que j'ai retenues en tant que témoin d'une révolution de cette ampleur. Je continue à utiliser le mot révolution parce qu'il est pratique, parce qu'il dit beaucoup de choses, parce que je n'ai pas envie non plus de rentrer dans des définitions très strictes, mais je l'utilise parce que depuis 2011, tout le monde dit qu'il a changé, moi aussi, malgré mon âge, et même si je n'étais pas sur l'avenue Bourguiba, parce que j'ai changé émotionnellement, mais j'ai aussi changé intellectuellement, c'est-à-dire que moi aussi, ces événements m'ont obligée à réfléchir autrement sur l'histoire en général et sur l'histoire de la Tunisie en particulier. Et puisque vous avez posé cette réunion sous le label Qu'est-ce qui a changé, je vais vous répondre en historienne. Je pense que pour les historiens dont l'objet est toujours l'évolution, dont l'objet est toujours le changement, il est très important de situer la Tunisie géopolitiquement aujourd'hui dans cet arc sud-méditerranéen qui est aujourd'hui en plein bouleversement, en plein changement. On ne peut pas le nier. C'est vrai que la Tunisie a été le lieu où le premier crash a eu lieu, où le premier crack a eu lieu, où le premier si vous voulez, effondrement de système ou de régime politique a eu lieu il y a 10 ans, mais elle n'est pas le seul. Et quand je dis arc sud-méditerranéen, c'est parce que je voudrais rester véritablement dans une définition, en tout cas dans un cadrage géopolitique. Parce qu'on a l'habitude de situer la Tunisie dans le monde arabe, c'est vrai, c'est un des 22 pays du monde arabe, c'est vrai. On a aussi l'habitude de dire que la Tunisie est un pays musulman, c'est vrai qu'elle fait partie politiquement et de l'organisation des 49 pays du monde musulman, mais elle a aussi d'autres déterminants, si vous voulez, géopolitiques, qui est cet emplacement, à la fois dans le sud de la Méditerranée et au nord de l'Afrique. Et ça, historiquement, on ne peut pas l'oublier et il faut toujours le rappeler. Alors, qu'est-ce qui aura pu changer entre 2011 et aujourd'hui? Je pense qu'il est très, très difficile de sérier tous les
tous les changements, mais peut-être parce que depuis tout à l'heure, on parle du lien avec la politique, je vais en rester pour le moment peut-être à un niveau politique et au niveau de la superstructure politique, pour parler dans un langage peut-être ancien, mais qui peut aussi servir à l'occasion. Et il me semble que ce qui a beaucoup changé depuis 2010, c'est que la politique, justement, a dû, en tout cas, la superstructure politique, la vie politique, a dû s'organiser pour répondre aux demandes et aux nouveaux besoins qui ont été exprimés par les soulèvements, d'abord de 29 jours. N'oublions pas que le véritable déclenchement, l'étincelle, comme on dit, a commencé 29 jours avant à peu près le 14 janvier, c'est-à-dire le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, et que ça, c'était aussi une phase de changement très important, puisque ça a été une série d'insurrections qui n'ont pas, non seulement qui n'ont pas arrêté, mais qui ont connu un crescendo qualitatif et quantitatif aujourd'hui à peu près constaté. Peut-être pas suffisamment étudié, parce qu'on parle toujours du triangle Tella, Gasserine, Sidi Bouzid, effectivement, qui est le triangle incandescent, celui à partir duquel le feu a continué à s'entretenir, mais on sait aussi aujourd'hui qu'il y a eu une extension sur tout le territoire et même une simultanéité, même une certaine simultanéité, parce que quand on voit le Kef, le Gabon, il y a aujourd'hui des témoignages que ces endroits-là aussi ont bougé en même temps, un peu après, quelques jours après, certes, mais qui ont bougé. On sait aussi qu'il y a eu des choses à Tunis, parce que la reprise, par exemple, du mouvement des avocats à Tunis aussi, c'était vers le 30 décembre, etc. Donc, ce qui a changé, c'est cette capacité du pays à se soulever à plusieurs endroits différents pour demander des choses convergentes. Et ça, c'est un vrai changement, parce que jusque-là, quand on pense à 2008, au bassin minier de 2008, quand on pense à 1984, quand on pense à 1978, tout ça a été très localisé et en général étouffé. Là, ça n'a pas pu être localisé, ça n'est pas resté local et ça n'a pas pu être étouffé. Et c'est extrêmement important. Et je pense que là aussi, nous avons un terrain d'étude qui est encore ouvert à plusieurs enquêtes beaucoup plus précises. Ça, c'est un premier changement. Mais Emel, s'il vous plaît, si je parle trop, vous m'arrêtez, parce que vous avez dit 10 minutes et je crois que mon propos est un peu plus long, mais vous m'arrêtez quand vous pensez que je dois le faire. Le deuxième changement, c'est véritablement dans cette nouvelle vie politique qui s'est installée. Alors, elle s'est installée avec des cadres politiques, une haute instance qui était une sorte de parlement d'urgence, si vous voulez, qui a dû changer de composition, qui a dû accepter plein de gens, presque 150 personnes aussi, pour pouvoir mettre les premiers accords sur place, les premiers accords à plat. D'abord, une nouvelle loi électorale, aussi une instance aussi pour faire ces élections, tout ça au mois d'avril, il a fallu s'entendre là-dessus. Peut-être aussi une nouvelle loi pour essayer de réguler les médias, et on sait combien les médias aussi sont un lieu extrêmement sensible de la politique et combien c'était complètement sous le boisseau dans les régimes précédents, sous Zine el-Abidine Ben Ali, mais aussi sous Bourguiba. Donc là aussi, cette mise en place des premiers instruments de régulation de la vie politique se sont mis très vite en place, grosso modo entre le mois d'avril et le mois de mai. Après, il a fallu passer à des élections et nous avons eu des élections. Entre-temps, on a proclamé la mort, ou en tout cas la dissolution du parti-État qui s'appelle le Rassemblement constitutionnel démocratique,
qui était l'appellation renouvelée, si vous voulez, par Ben Ali, de l'ancien Néo-Destour de Bourguiba, etc. Donc, nous avons eu assez vite, en 2 mois ou 3 mois, un troisième gouvernement provisoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre janvier et février, nous avons eu 2 gouvernements provisoires, un troisième gouvernement provisoire, quelques instruments pour mettre de l'ordre un peu dans ce système politique complètement à plat, avec le départ de Ben Ali, et surtout, la peur et presque la démission de toutes les forces politiques du pays, à commencer par le Rassemblement constitutionnel démocratique. Parce que s'il a été dissolu, c'est qu'il y a eu d'une certaine manière un très très grand affaiblissement, une très grande peur, il faut le dire, et aussi une sorte de renoncement à ces anciennes manières de gouverner qui étaient celles de Ben Ali. C'est-à-dire qu'avec la vitesse, avec le temps, et je suis historienne et pour moi ce sont des choses très importantes, entre la peur, la débandade, vous écrivez quoi? Je ne vois pas très bien. Vous avez 2 minutes. D'accord. Donc voilà, ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est cette catégorie de transformation. Ce ne sont pas les seuls. Je les mets un peu sur le tapis pour qu'elles soient complétées par mes collègues, mais aussi peut-être ce qui est arrivé très vite, et je vais finir là-dessus, c'est une explosion et une diversification du paysage médiatique. Nous sommes passés de 2 télévisions et 3 ou 4 radios à peu près, à aujourd'hui, alors 10 ans après, à 15 chaînes télévision, 2 publiques et 13 privées, et environ 50 radios, dont beaucoup de régionales, dont beaucoup qui sont aussi sur Internet, etc. Donc une explosion du paysage médiatique. Et là aussi, si je ne parle que de ça, c'est que le régime des médias ressemble et est très lié au régime politique. Alors tout ça, évidemment, n'a pas continué à exploser de manière exponentielle comme dans ces premiers mois de 2011, mais on peut en reparler, même des blocages sont arrivés, mais en tout cas, sur le plan du changement, sur le plan de la vitesse du changement et de l'accélération, je pense que ça a été les premiers accélérateurs de l'histoire à l'époque et en 2011. Je vous remercie, professeur Bendana, et je laisse la parole à la salle si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, même en anglais, on peut les traduire. No question there? On va voir. Sinon, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les poser. Professeur Cassalino, est-ce que vous voulez intervenir peut-être? Absolument. Moi, je trouve intéressant toujours d'écouter Qmar. Je l'écouterai durant des heures. Bon, j'ai lu presque tous ses bouquins. Enfin, voilà. Je vous précise quand même que vous avez des ouvrages de Qmar à la bibliothèque du Collège d'Europe. Donc, si vous êtes intéressé par sa vision, par son analyse, n'hésitez pas à les consulter en bibliothèque. Mais il y a un élément que j'ai trouvé intéressant. Quand tu as parlé, Qmar, de cette dispersion en 2011, 2010-2011, voilà, des soulèvements, en les mettant en contraste avec ce qui s'était passé en 78, en 84. 84, les étudiants ne le savent pas, c'était les émeutes du pain en Tunisie, avec des soulèvements donc, qui ont eu lieu, qui ont été réprimés à l'époque par le régime de l'ancien président, pas Ben Ali, mais Bourguiba, voilà, qui a eu ensuite certainement un impact sur le coup d'État de 87, bien évidemment. Mais en dehors de cela, je trouve que c'est intéressant quand tu parles de dispersion, parce qu'en Occident, on va dire comme ça, on a souvent analysé la révolution de 2011 comme aussi résultant disons, d'une hyperactivité de Facebook, de Twitter, etc. Alors, si on fait la part des choses, selon toi, est-ce que ce n'est pas plutôt cette dispersion dont tu as à peine parlé, et plutôt que, en fait, que Internet ou Facebook ou Twitter? Bien sûr qu'il y a eu Twitter, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a eu Facebook, bien évidemment. Mais bon, comment fais-tu la part des choses, justement?
Parce que c'est une autre approche, je trouve, la tienne. Elle est très intéressante. Je peux répondre là ou j'attends tout à l'heure? Oh, je pense que tu peux répondre. Oui, alors, merci pour cette question parce que dans mon empressement, parce que j'avais peur de pas tout dire, merci pour cette question qui me permet de préciser mon propos, Jean-Pierre. Eh bien, je pense, comme, en tout cas les historiens doivent travailler comme ça, je pense qu'il y a une conjonction des deux. C'est-à-dire qu'il y a les faits et il y a leur transmission. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de commencer à travailler sur ces choses-là. Ce qui se passe en Tunisie doit être soumis aux mêmes manières d'analyser, si vous voulez, les autres révolutions. Et je peux te dire, en tout cas pour répondre à ta question, que ces nouvelles technologies, parce que ce sont des technologies, la technologie d'Internet a été effectivement, à mon avis, le premier agent de la défaite du régime de Ben Ali. Paradoxalement, parce que Ben Ali était un apôtre d'Internet et de Facebook, parce qu'il était technologiquement très féru de ça. Il ne faut pas oublier que c'est un militaire doublé d'un policier, comme dirait l'autre. Et donc, pour les besoins du renseignement, il savait que ces nouvelles technologies pouvaient être très, très grandes. Il y a eu un accaparement, c'est vrai, de ces nouvelles technologies par le régime à partir de 2005. Il y a eu ce fameux sommet de l'information. Mais il y a eu aussi une politique de l'ordinateur familial, etc. Moi, à l'université aussi, je me rappelle qu'il y avait une sorte de politique d'introduction. Donc, ce mouvement d'introduction des nouvelles technologies et le fait que les jeunesses étaient évidemment les plus aptes à pouvoir utiliser ça, toutes les jeunesses du monde sont révolutionnaires quand on leur en donne les moyens. Eh bien, Ben Ali a donné à la jeunesse tunisienne les moyens de rentrer un peu dans cette contestation contre lui et qui a pu effectivement faire arriver les nouvelles de ce qui s'est passé à Sidi Bouzid et dans le sud, dans le triangle du centre-ouest, jusqu'au monde entier. C'est pour ça qu'on a su, le 17 décembre, à Al Jazeera et à France 24, qu'on a vu ces images, enfin pas toujours fidèles d'ailleurs, mais en tout cas on a vu des images qui ont fait dire qu'il se passait quelque chose d'important en Tunisie avec l'auto-émulation de Bouazizi. Donc c'est la conjonction des faits sur place et de leur transmission au monde entier à une vitesse inattendue par tout le monde, y compris par les médias du monde entier. Les médias du monde entier n'ont jamais été aussi vite renseignés par les gens du cru, aussi vite. Et je pense que cette conjonction et cette accélération qui ont fait qu'entre le local et le global, il y a eu des événements qui ont pris cette ampleur-là. Je pense qu'on a une intervention à la salle. Salma. Oui, je voudrais parler d'une petite information, partager une petite information avec nos collègues ici, que peut-être eux ne connaissent pas, mais que nous, en Tunisie, on avait connu. C'est que quelque temps avant la Révolution, et entre ce qui s'est passé à Sidi Bouzid et la Révolution, il y avait un blocage de l'État de Facebook. Du coup, tout le monde utilisait des proxys pour accéder à Facebook et à YouTube, à partager des informations. Et le fameux 404. Oui, c'est ça. Et on avait un 404, Ammar 404. On lui avait donné le nom d'un individu, Ammar. Donc, Ammar 404, c'était l'État qui bloquait les Facebook, Twitter, YouTube et les gens qui utilisaient des proxys et qui communiquaient 10 fois plus sur les médias sociaux, vu que ça a été bloqué par l'État. Donc, ça reste une anecdote très importante et je pense que Ammar 404, ça reste très symbolique. Ouais, c'est Erreur 404 qu'on avait nommé Ammar 404 et c'est très symbolique pour les Tunisiens par rapport à ça. Je voudrais ajouter qu'il y a un film qui s'appelle Génération maudite qui parle très bien de ça et qui est libre sur YouTube. Génération maudite, allez le voir sur YouTube. Il parle très très bien de ce phénomène et il fait témoigner tous ces blogueurs et tous ces jeunes justement qui ont beaucoup travaillé à la transmission de ce qui se passait en Tunisie et qui ont effectivement, à mon avis, participé à donner une ampleur inégalée et à mon avis inédite aux événements tunisiens. Génération maudite sur YouTube, libre. On fera peut-être une projection ici, on organisera une projection pour tout le monde. Comme ça, on est sûr qu'on va le voir.
Alors, professeur Felchichi, si vous me permettez, la Tunisie a toujours été en avance par rapport aux lois, par rapport à la législation, notamment en ce qui concerne le code de statut personnel. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé en 2011 et qu'on s'est dit on va faire la tabla rasa, on va partir sur une feuille blanche et réécrire la Constitution? Merci beaucoup, Dounia. Merci à tous et à toutes. Peut-être j'aimerais bien rebondir sur un élément qui a été légèrement indiqué par Madame Khmar Benden. Madame Khmar Benden, éminente historienne. C'est qu'en fait, ce n'est pas uniquement Dounia, cet aspect pionnier de la Tunisie en matière du code de statut personnel qui date de 1956, mais beaucoup plus ancien, puisqu'il faut qu'on rappelle, qu'on ne veuille pas, que depuis 1846, un pays comme la Tunisie a abrogé, a aboli l'esclavage d'une manière claire. En 1857, la Tunisie s'est dotée d'un pacte fondamental. Et c'est un pacte fondamental qui avait pour principe, pour fondement, l'égalité entre tous, et notamment entre les différentes confessions. 1861, la première constitution de la région dans le monde arabe, musulman et africain, c'est la première constitution. Donc ça aussi, je le rappelle pour montrer aussi qu'il y a une certaine grande continuité dans l'histoire juridique constitutionnelle tunisienne. Et là, en fait, j'aimerais bien peut-être aussi avancer une certaine lecture du premier slogan de la Révolution, ce slogan qui a commencé à la mi-décembre 2010 et qui a accompagné la Révolution et probablement jusqu'à récemment, donc on utilise toujours ce slogan, en fait j'essaie de le traduire en langue française, c'est le slogan bien sûr travail ou bien emploi, liberté et dignité, et probablement une lecture juridique, parce qu'hélas, je ne peux faire que du droit, comme vous le savez, une lecture juridique de ce slogan pourrait permettre aujourd'hui d'analyser où sommes-nous par rapport à ce slogan d'un point de vue réalisation et bien sûr carence ou défaillance. Si je commencerai par shughl, par emploi, par travail, qui symbolise un peu en fait tous les droits économiques, sociaux, culturels, et pas uniquement le travail. Le travail, ce n'était qu'un élément de ce groupe de droits. Je réalise qu'après, bien sûr, une dizaine d'années, ça reste toujours le maillon faible des acquis et des réalisations dans la sphère juridique tunisienne. Aujourd'hui, en fait, toutes les réformes n'ont pas touché fondamentalement ces droits économiques, sociaux, culturels et la perception, l'impression que nous avons tous et toutes, et notamment les jeunes et les moins jeunes pour certains droits, qu'en fait il y a une certaine régression de ces droits économiques, sociaux et culturels, et même la lecture des textes juridiques qui ont été adoptés depuis 2011 à aujourd'hui reflète aussi cette faiblesse de la consacration des droits économiques, sociaux et culturels d'un point de vue légal. Contrairement bien sûr au slogan liberté, hurriya, là où en fait on a réalisé que depuis 2011, il y a eu de très grandes avancées. Rien que la conférence d'aujourd'hui qui réunit des Tunisiens et des Tunisiennes et des non-Tunisiens et des non-Tunisiennes nous reflète cet acquis, ce grand acquis, à savoir la liberté, et notamment la liberté d'expression avec tout ce qui va avec. Et là, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler d'une grande avancée introduite par la nouvelle constitution, celle de 2014, celle du 27 janvier 2014, puisqu'on va fêter dans 2 semaines le 7e anniversaire de cette constitution. Et là, un peu, je réagis à votre question, Dounia. C'est qu'en fait, pourquoi en 2011, on s'est dit, oui, il faut faire un peu la table rase. Il y a bien sûr tous les événements, et notamment les soulèvements, les demandes des jeunes, parce que juste après, il y avait aussi, mis à part Habib Bourguiba le 14 janvier, mais il y avait aussi des événements qui ont accompagné les premières semaines et les premiers jours de la Révolution, et notamment 2 grands événements importants qu'on a baptisés à l'époque le Kasba 1 et Kasba 2, la Kasaba 1 et la Kasaba 2. La Kasba, c'est juste pour rappeler à tous et à toutes, c'est le siège du gouvernement tunisien, de la primature à l'époque, qui est devenue aujourd'hui la présidence du gouvernement. Il y avait bien sûr des manifestations qui ont un peu poussé vers l'adoption de cette idée de mettre entre parenthèses la Constitution de 1959 et d'adopter ou de commencer le processus
pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et je rappelle que cette constitution de 59 a été, si vous voulez, on a arrêté le travail avec cette constitution le 23 mars 2011 et on l'a abrogée clairement le 16 décembre 2011 de la même année. Et là, ça reflète aussi une volonté de vouloir changer le texte fondamental d'une nation. Et en comparant la Constitution de 59 avec celle qui a été adoptée le 27 janvier 2014, on réalise aussi le grand changement constitutionnel et juridique, puisque la Constitution de 1959 constituait bien sûr une déclaration des droits et des libertés, mais c'était plutôt une Constitution qui constituait une déclaration des droits et libertés au sens de droits civils et politiques. Et la Constitution de 59 ne contenait presque pas du tout les droits économiques, sociaux et culturels, contrairement à la Constitution de 2014, qui, dans sa proclamation des droits et des libertés, a mis l'accent sur une grande partie, presque sur tous les droits économiques, sociaux et culturels, emploi et travail, les droits syndicaux, droit à la santé, droit à l'enseignement, à l'éducation, les droits aussi environnementaux, le droit à un développement durable et toute la catégorie de la troisième génération, si vous voulez, de droits humains. Ça, c'est un grand pas, en fait, de changement entre les deux constitutions, mais pas uniquement. Même en matière de liberté, ça veut dire la deuxième composante du slogan, nous le réalisons aujourd'hui, que la Constitution de 2014 a aussi proclamé une grande partie des liberté, et notamment pour la première fois dans l'histoire juridique et constitutionnelle tunisienne, on a intégré clairement les libertés et les droits individuels dans un texte constitutionnel, chose qui n'existait pas durant l'évolution constitutionnelle tunisienne. Et ça, c'est très important parce que ça a permis, entre autres, à un enchaînement d'évolution juridique et sociale. Donc, cette composante constitutionnelle a été prise par la suite en considération dans des textes juridiques, mais pas uniquement, parce que sur le plan normatif, on ajoute aussi le plan institutionnel. La Constitution de 2014 a mis en place, et pour la première fois aussi dans l'histoire institutionnelle tunisienne, ce qu'on appelle en fait les instances indépendantes, qui constitue presque un quatrième pilier du pouvoir. On n'est plus devant un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un autre juridictionnel, mais on a ajouté une autre composante, à savoir les instances constitutionnelles qui viennent là pour jouer leur rôle de régulation, de contrôle, qui ont un peu repris des pans entiers du travail, de l'ancien travail du gouvernement, pour que ce soit assuré par des instances indépendantes. Et tout ça a entraîné par la suite, à partir de 2014, à l'adoption de textes fondamentaux que je considère réellement fondamentaux et qui impactent et impacteraient les libertés en Tunisie, et notamment, si j'ose citer, au moins 4 textes fondamentaux à partir de 2016. Le premier texte, c'est le texte relatif au droit d'accès à l'information, qui a institué un véritable changement, une révolution en la matière. Deuxième texte fondamental, il date de 2016 aussi, d'août 2016, c'est une loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Et je pense que cette loi, dans la continuité de 1846, qui a abrogé qui a aboli l'esclavage, vient pour donner suite et donner un corps réel aux nouvelles formes d'esclavagisme moderne et pour protéger les catégories les plus vulnérables, et notamment les femmes, notamment les non-tunisiennes et les non-tunisiens, les enfants de ce fléau. Troisième texte fondamental, et je pense c'est le texte fondamental post-2014, mis à part la Constitution, c'est la loi relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et là, je pense que ce texte, dans une continuité, tout à l'heure vous avez cité, Dunia, le code du statut personnel de 1956, ce texte de 2017, du 11 août 2017, vient renforcer les droits des femmes et notamment pour prendre en considération toutes les formes de violence à l'égard des femmes et principalement, et pour la première fois et d'une manière très claire, les violences politiques, les violences économiques à l'égard des femmes, mis à part les violences que nous connaissons bien sûr, à savoir les violences physiques, sexuelles.
Mais pas uniquement. C'est pour la première fois aussi en Tunisie qu'on a lié en fait la violence à l'égard des femmes aux violences subies par les enfants. Et ce texte n'est pas uniquement un texte qui régit la question pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Et là, je pense qu'il y a une grande avancée en la matière et bien sûr, on a mis en place des unités spécialisées uniquement pour les crimes de violence à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, nous comptons en Tunisie 128 unités spécialisées. C'est des brigades, si vous voulez, comme exactement les brigades de stupéfiants ou les brigades de la criminalité économique. On a des brigades, une brigade spécialisée dans la violence à l'égard des femmes. Il s'agit là d'une grande avancée. Dernier texte, il date de l'année d'après, ça veut dire de 2018, c'est le texte relatif à l'éradication ou la lutte contre la discrimination raciale. Et là, je pense ces grands textes, tout à fait, Donia, ces grands textes constituent aujourd'hui des avancées extraordinaires. Reste, bien sûr, le dernier slogan, à savoir la dignité, Karama. Et là, je pense que, mis à part les textes, et comme vous le savez, la Constitution tunisienne a ajouté à l'emblème même de la République, mis à part les trois composantes de l'emblème, de notre emblème, à savoir l'ordre, la liberté et l'égalité, on a ajouté, bien sûr, la dignité à l'emblème de la République. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ceci dit, et je terminerai par un élément fondamental en matière de dignité, c'est qu'en fait, il y a aussi des jugements rendus par la justice tunisienne, et notamment dans les affaires relatives aux personnes LGBT et à la mouvance, parce qu'il y a eu aussi un nouveau militantisme en Tunisie, mis à part le militantisme ancien des droits humains d'une manière générale et des droits des femmes d'une manière générale. On a vu depuis 2011 un militantisme ouvert avec des associations tunisiennes qui militent en faveur des droits des personnes LGBT, et on a vu que le juge aussi a utilisé l'expression dignité humaine pour reconnaître le droit de ces associations à défendre les droits des personnes LGBT. Et comme vous voyez là, donc, il y a de très grandes avancées en la matière, reste que la perception pourrait être aussi mitigée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Ferchichi, c'était très intéressant. Je pense qu'on a une question quand même. Sébastien ? Merci beaucoup pour cette conférence. Donc, cette question s'adresse surtout à vous, monsieur Ferchichi, parce que vous avez mentionné les droits économiques. Vous pourrez peut-être détailler quels droits précisément. Et ma question, c'était pourquoi, surtout à partir de 2014, avec la nouvelle constitution, vous avez qualifié les droits économiques comme étant un peu le maillon faible de la révolution, alors que c'était quand même une des revendications principales qui a causé en fait la révolution, la lutte contre le chômage de masse et la pauvreté. Merci. D'autres questions? Non? Vous pouvez répondre s'il vous plaît? Oui, merci Donia, merci à Sébastien pour cette question. Tout à fait. Juste une première précision, parce que ma lecture en fait de la révolution tunisienne n'est pas uniquement une lecture qui la lie aux droits, aux revendications économiques et sociales. Et je pense là aussi, il faut faire très attention, je laisserai par la suite peut-être à Madame Bendena de partager ses réflexions, et à Ahmed Meliti aussi. Moi, je pense que le slogan résume toutes les composantes des droits humains. Et là, il ne faut pas non plus lier cette révolution uniquement aux revendications sociales et économiques, parce qu'on essaye depuis un moment d'expliquer même, si vous voulez, la migration clandestine pour des raisons uniquement sociales et économiques. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Maintenant, pourquoi parce qu'il y a des Tunisiens aussi, un grand nombre de Tunisiens qui demandent en fait et qui prennent la voie de la mort, ça veut dire la migration clandestine, aussi pour leur liberté, pour vivre dans des pays qui respectent aussi l'être humain et la dignité humaine. Maintenant, pourquoi en fait, malgré l'insertion de tout presque, Sébastien, tous les droits économiques, sociaux et culturels sont mentionnés dans la Constitution tunisienne? Le travail, la santé, l'éducation, l'enseignement, la sécurité sociale, les droits des enfants, les droits des personnes en situation de handicap, les droits des femmes en temps, bien sûr, dans une certaine approche genre, ont été mentionnés.
donné. Mais pourquoi on n'a pas pu donner suite à tout ça? Pour deux raisons fondamentales, moi, je pense. Premièrement, parce que, comme vous le savez, les droits économiques, sociaux et culturels exigent de l'État un investissement, une intervention financière, matérielle, pour que ces droits voient le jour. Et je pense que la Tunisie, depuis 2011, passe aussi par une très grave crise économique. Et aujourd'hui, je pense qu'on atteint des niveaux très, 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 à la limite dangereux de notre crise économique. Premier élément, mais pas uniquement. Il faut rappeler aussi que depuis 2011, et notamment après les élections de 2014, les décideurs tunisiens, et notamment le Parlement tunisien, étaient dominés par les conservateurs libéraux d'un point de vue économique. Et on a vu que la mouvance socialisante, pour ne pas dire socialiste, était très minime dans le Parlement tunisien. Et ils n'ont jamais caché, si vous voulez, leur dimension libérale sur le plan économique. Et donc, les droits économiques, sociaux et culturels n'ont pas pu être pris en considération par ces décideurs et ce Parlement, hélas, qui continue jusqu'à aujourd'hui à être très conservateur, libéral d'un point de vue économique, bien sûr marié aujourd'hui au populisme montant qui devient beaucoup plus dangereux. Je pense qu'on a une autre question. Amel ? Venir ici, peut-être? Tiens. Vous nous écoutez ou pas? Non. Ça marche pas. Donc, On n'entend pas du tout. Je crois que nous sommes maintenant dans une impasse juridique en Tunisie à cause des problèmes ou bien des conflits entre les blocs, entre le Parlement. Donc, à cause de cette impasse, je veux poser la question, est-ce que la solution est de changer le système politique par un référendum constitutionnel ou c'est encore le moment d'un changement radical comme le 14 janvier 2011? Si la question m'est adressée, je pense donner à Cessa Yamel. Vous savez qu'en fait, sans prétendre comprendre trop les mécanismes politiques, de par en fait mon incompétence en tant que juriste et non en tant que politologue, mais je peux peut-être partager avec vous certaines de mes réflexions. En premier lieu, je réagirai immédiatement à tous ceux et celles qui demandent et qui demanderaient de mettre terme au régime mis en place depuis 2014. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pense qu'on n'a pas mis en place tout ce régime. En fait, il y a jusqu'à aujourd'hui des institutions qui n'ont pas été mises en place suite à la Constitution de 2014. Ni les instances constitutionnelles, ni la Cour constitutionnelle n'ont vu le jour depuis. Donc, comment peut-on demander à mettre terme à un régime sur la base d'une constitution sans, en fait, mettre en place toutes les institutions d'un régime? Donc, on aimerait bien peut-être maintenant changer ce régime alors qu'on l'a appliqué que partiellement. Donc, je pense que même sur le plan, si vous voulez, méthodologique, on est dans un problème. Deuxième élément, changer par un référendum, sincèrement, et j'aimerais bien peut-être interpeller tout le monde, on va procéder par un référendum suite à quoi? Suite à une demande faite par le chef, le président de la République, mais il y a toute une procédure pour le faire. Donc même sur le plan procédural, on est obligé de passer par le Parlement actuel avec sa composition que vous la voyez, ou bien, bien sûr, avec l'absence d'une cour constitutionnelle qui devrait, selon la Constitution, donner son avis concernant ce type de procédure. Donc, moi, je pense peut-être, hein, je partage avec vous, peut-être une grande conférence telle que ce que nous appelons en Tunisie le débat national, mais un débat national sincère et sérieux avec des objectifs très clairs, pourrait peut-être aider à réfléchir à l'avenir de ce régime politique et l'avenir de la Tunisie. Professeur Casarino, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que disait le professeur Ferchichi? Voilà, j'ai pu réactiver mon micro. Oui, merci. Oui, brièvement.
Honnêtement, comme ça, à brûle pour point, je dirais que c'est une analyse que Wahid nous a proposée, qui est pas uniquement d'ordre juridique, mais il y a une dimension aussi assez politique. Et je dirais, c'est une analyse aussi assez raisonnable. Si en effet, il y a beaucoup d'impatience, voilà, pour être très bref. Cette impatience, on peut la comprendre et en même temps, disons, la critiquer, la comprendre parce que les choses vont vite, pour ne pas dire trop vite, et il y a énormément d'attentes de la part des couches défavorisées, celles qui ont en tout cas été même marginalisées depuis 2011, qui ont continué de l'être alors qu'elles ont participé à la révolution et qui ont été insatisfaites par les conséquences également des réformes constitutionnelles qui ont été amorcées. Ça, c'est vrai. On peut tout à fait le comprendre. On peut le critiquer aussi, tout simplement parce qu'il y a un devoir de raison, je dirais. Si, comme l'indique Wahid Fershishi, c'est-à-dire toutes les instances, toutes les mesures qui ont été proposées dans la constitution tunisienne de 2014 n'ont pas encore été toutes mises en application, c'est vrai qu'au lieu d'appeler à un référendum constitutionnel, il faut plutôt s'interroger sur les obstacles de tout cela. Et il y a un élément qui me paraît aussi essentiel, c'est la réconciliation au niveau du pays. La justice transitionnelle est un élément absolument central qui permettra de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et là, je pense que, bon, Wahid Fershishi n'en a pas beaucoup parlé, mais ça aurait été très bien aussi de l'évoquer peut-être par la suite, hein, tout simplement. Je vais continuer dans ce sens-là avec les revendications de la Révolution et votre commentaire, professeur Casarino, par rapport aux attentes. Pour poser la question au professeur Meliti, j'aimerais bien comprendre, en fait, entre la justice sociale et l'inégalité ou l'égalité étaient les principales revendications des jeunes Tunisiens et qui sont maintenant en absence, qui se trouvent en absence de prévision. Comment vous pouvez expliquer ça en fait? Comment vous pouvez nous expliquer l'absence des attentes ou l'inconformité entre les attentes et ce qui s'est passé après la Révolution, chez les jeunes notamment? Merci Donia. Je vais peut-être essayer de déborder un peu sur ta question. J'ai essayé quand même je vais d'abord essayer de réagir un peu à ce qui a été dit par Kmar et par Wahid, et puis de revenir sur la question sociale, mais comme point, je dirais, parmi d'autres. Alors, pour rebondir à partir de ce que vient de dire Kmar et vient de dire Wahid, je pense que la révolution n'a pas été seulement cette sortie, je dirais, des gens dans la rue, ce moment, je dirais, fondateur, qui est le 14 janvier. La révolution a été surtout la remise à plat de l'ensemble d'un système. Et la remise à plat de l'ensemble d'un système s'est faite surtout à partir de Qasba 1 et Qasba 2. Je pense que c'est l'idée de la constituante, c'est l'idée qu'il faut repartir à zéro, qui a été réellement, je crois, pour moi, un point d'ordre de cette révolution. Bien sûr, quand on décide de remettre à plat les choses, l'ensemble d'un système politique, les rapports d'autorité entre les groupes sociaux, entre les individus et les institutions d'État, etc., on touche ce que j'appellerais un trou noir. On risque de déraper dans la violence et la Tunisie était à deux doigts, je dirais, de tomber dans cette violence. Mais je crois que le peuple tunisien a donné le sentiment qu'il était capable de jour de se ressaisir, même lorsqu'il est au bord de l'abîme et du précipice. Alors, je voudrais peut-être dire autre chose. C'est que moi, un peu la consigne, si j'ose dire, inhérente à l'ensemble de ce débat, je l'ai comprise de manière différente par rapport à Kmar et par rapport à Wahid. Enfin, je vais dire pourquoi. Par rapport à Kmar, parce que Kmar nous a dit à peu près qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé entre 2011 et avant, quelque part. C'est-à-dire qu'est-ce que 2011 a apporté. Moi, j'ai compris la consigne de la manière suivante. Qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et 2011? C'est-à-dire en quoi le processus ouvert par la Révolution a donné lieu à des choses. Et c'est peut-être à cette question qu'a répondu Wahid, sauf qu'il a répondu à cette question du point de vue, si j'ose dire, du juriste, en essayant de repérer les tournants les plus importants, mais aussi les freins qui sont là et qui handicapent la Tunisie. Moi, j'essaie de répondre à cette question à ma manière en disant que
entre 2011 et aujourd'hui, il y a eu trois choses, ou trois, on peut, je dirais, aborder le changement sur trois niveaux différents. Sur un plan politique d'abord, je pense que la révolution a permis un renouvellement considérable du personnel politique en Tunisie. Les personnes qu'on a vues émerger à partir de 2011, d'accord, n'étaient pas du tout les gens qui faisaient, je dirais, la vie politique tunisienne avant 2011. Et aujourd'hui, je crois que ce personnel qui a fait la transition en 2011 est lui-même hors champ, quelque part. C'est-à-dire que, rappelons bien que exactement des figures aussi importantes que nous avons pu voir tous les jours à la télé, 2011, 2012, 2013, etc., ne sont plus, je dirais, au devant de la scène, et qu'un autre personnel politique est aujourd'hui là, et c'est lui qui, je dirais, voilà, qui tient le pays. Deuxième élément très important sur le plan politique, c'est que nous assistons à une reconfiguration totale de l'espace partisan. Je crois qu'aujourd'hui, tous les partis qui ont fait la révolution, tous les partis qui avaient une légitimité aussi de résistance contre Ben Ali, ne sont plus des acteurs majeurs de la scène politique. Reste Ennahda, bien sûr, mais les sondages montrent que Ennahda perd énormément de terrain et on voit émerger de nouveaux partis. Ils pèsent ce qu'ils pèsent. On ne sait pas exactement, d'accord, peut-être qu'on les accrédite, je dirais, de beaucoup d'intentions de vote et de poids électoral, mais de toute manière, tous les partis qui ont fait, je dirais, les premiers moments de la révolution, d'accord, et ne sont plus sur la scène, et même des partis qui sont arrivés après, comme l'idée Tunis, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi sur le champ politique? Je crois que ce qui se passe sur le champ politique aussi, c'est des processus ou des formes de, je dirais, enfin, des symptômes, si j'ose dire, d'une vie politique malsaine que nous voyons de plus en plus autour de nous. La notabilisation d'un certain nombre d'élus qui commencent à s'ancrer dans le paysage politique, un clientélisme qui revient de plus belle, un populisme avec ses différentes variantes que Mohamed Karo a bien analysé. Hein. Le populisme de Karo n'est pas le populisme de Makhlouf, ni celui de Saïd, etc. Voilà, ça pour parler du niveau politique. Alors, sur le plan social, maintenant, c'était ça peut-être le sens de ta question, Donia, je pense que si la Tunisie a réglé en partie les problèmes politiques, elle n'a en rien réglé la question du pacte social, ou presque. C'est un peu, je rejoins là ce que dit Wahid, c'est-à-dire le point sur lequel il n'y a pas eu d'avancée du tout, c'est exactement le point social. Depuis 2011, et surtout un peu plus tard, c'est-à-dire depuis les élections de 2014, on assiste à une guerre sans merci entre les corporations. Rien que la grève des juges des derniers mois nous en donne un exemple. Une guerre fiscale. Les gens qui ne veulent pas se soumettre, je dirais, ne veulent pas remplir leur devoir exactement de contributeurs. On voit très bien qu'il n'y a pas d'entente sur la dimension qu'il faut donner à l'État social, ni sur le rôle de l'État, ni sur le rôle de la redistribution, d'accord, que doit mettre en place l'État. Et on voit surtout une exacerbation sans pareil des mouvements sociaux, des revendications au niveau des régions, etc. Je pense que la question sociale n'a en rien été réglée. Alors, troisième point, il me semble, il est important à repérer, et je trouve que là-dessus, c'est là où la Tunisie a réussi le plus, quelque part, c'est que je pense qu'il y a eu, depuis 2011 et aujourd'hui, quelque chose d'irréversible qui a eu lieu et sur laquelle, voilà, je pense, on peut garder, ou plutôt à travers laquelle on peut garder un minimum d'espoir. C'est cette rupture au niveau des subjectivités. Hein, cette liberté intérieure que les Tunisiens ont acquis, ce sentiment différent d'un rapport à la politique, d'un rapport à l'autorité de l'État, d'accord, et qui, je dirais, est un élément fondamental. Il est là, cet élément-là, et je pense que c'est l'élément sur lequel on peut construire l'avenir de la Tunisie. Et c'est pour cette raison que moi, je suis de l'avis d'Okhmar, enfin, je suis comme Okhmar, je continue à utiliser le mot révolution, parce que c'est ça une révolution. C'est ce déclic, je dirais, au niveau des subjectivités qui fait que les individus ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, pour conclure, si vous permettez très rapidement, je dirais, et vous voyez que je ne suis pas aussi optimiste peut-être que Wahid, même si je partage énormément, je dirais, des éléments de son analyse. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons d'abord un véritable problème. Nous avons un pays ingouvernable, ou presque. Ça, c'est un premier plan, je dirais, problème qui est... que nous constatons tous les jours, d'accord, ingouvernable pour un tas de raisons,
parce qu'exactement, la question sociale n'a pas été réglée. Ingouvernable par peut-être la constitution que nous avons mise en place en 2014 n'est pas aussi parfaite, etc. Deuxième chose, deuxième élément qui me paraît important dans cette conclusion, c'est que nous avons aujourd'hui un pays qui est malade des maladies de la jeunesse de la démocratie, c'est-à-dire d'une démocratie inachevée, et l'inachèvement des institutions démocratiques comme la Cour constitutionnelle. Mais je vous rappelle qu'une bonne partie je dirais, du système tunisien continue à fonctionner sur les acquis de l'IROR, la commission qui a préparé, qui a mis en place l'ISI, qui a mis en place les décrets, loi 115, 116, etc. Et que d'autres instances plus légitimes, plus consolidées, si j'ose dire, n'ont pas pu voir le jour. Et d'autres institutions, plutôt, n'ont pas pu voir le jour. Et alors, la Tunisie est un pays qui est malade des maladies de la jeunesse de la démocratie, mais qui est malade aussi, je dirais, des maladies de la vieillesse de la démocratie, c'est-à-dire la désaffection de la politique, le populisme que je viens de décrire, etc. Dernier point, il me semble, c'est le point le plus dangereux, c'est que tout ce qui se trame aujourd'hui en Tunisie, je dirais, comment dire, fait en sorte que le spectre de la restauration autoritaire est là. Et que des Tunisiens pourraient être tentés de revenir à l'avant 2011. Pourquoi? Pour un tas de raisons. Parce qu'on constate que la classe politique n'a jamais eu une image aussi sombre, je dirais, de son histoire que ce que l'on voit aujourd'hui autour de nous. C'est parce que des personnes, des figures pourraient émerger pour dire on va rétablir l'ordre. Parce que, je dirais, les gens ordinaires, les petites gens, les petites personnes ordinaires pourraient exactement aujourd'hui avoir un sentiment ou un besoin, je dirais, d'ordre qui est tout à fait légitime. Et l'idée, je m'excuse de le dire comme ça, sur un ton un peu trop pessimiste, que peut-être la révolution elle-même n'était qu'une erreur, on voit très bien qu'elle fait son chemin, et la montée de certains mouvements politiques le montre bien. Alors vous voyez très bien, je suis assez inquiet pour la Tunisie, après 10 ans de sa révolution, même si exactement je pense que enfin, il y a quelque chose aussi qui est là et un déclic qui s'est passé et qui certainement fait la différence avec l'ensemble des pays de la région. Je vous remercie. Merci professeur Meliti pour ces informations. Ma question est, je vais me permettre de poser la question avant de passer le micro à la salle. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie prématurée? Voilà, je cherchais le mot. La question s'adresse à moi? Ouais. Oui, prématuré, parce que prématuré, je ne sais pas, inachevé. Enfin, les politologues parlent de système de régime hybride, d'accord? Alors, c'est très bien quand on parle d'hybridité, ça veut dire qu'on n'arrive pas. C'est une solution de bricolage, parce qu'on n'arrive pas à situer ce pays sur, je dirais, une échelle de normativité qui est un peu elle-même, qui laisse à désirer probablement entre véritable démocratie et démocratie naissante ou démocratie encore prématurée. Mais oui, je pense que la Tunisie est un pays qui a du mal à confirmer sa démocratisation d'une manière ou d'une autre. D'abord, parce que sur le plan juridique, je crois que nous avons des institutions qui ne sont pas encore achevées. Et on voit très bien, moi, Wahid certainement est plus à même de répondre à ça, mais on voit très bien les impasses dans lesquelles on se trouve, je dirais, chaque fois que nous avons besoin de l'avis de la Cour constitutionnelle. Et comment, en fin de compte, certaines personnes abusent, si je veux dire, de ce trou pour, je dirais, imposer leur dictat pour se déclarer, s'autodéclarer, je dirais, garant de la Constitution, alors que ce n'est pas leur rôle, certainement, de jouer ce rôle. Je terminerai avec un point pour répondre à ta question, Anthony, c'est qu'on sait très bien que les démocraties ont besoin de prospérité. Et là-dessus, la Tunisie est un pays aujourd'hui qui est incapable de produire de la richesse et encore moins de la redistribuer de manière qui peut être perçue par les acteurs comme juste. Hein, c'est une affaire qui n'est pas du tout gagnée, celle-ci. Hein. Il faut qu'un pays produise de la richesse et il faut que sa répartition à la répartition de cette richesse soit acceptée par les gens comme étant, je dirais, quelque chose qui répond à un pacte social accepté par tout le monde et comme un pacte social qui est considéré comme légitime par une grande majorité au moins de la population concernée. Je passe le micro à la salle. Léopold, est-ce que tu peux lui donner le micro, s'il te plaît?
Bonjour, je m'appelle Léopold, je suis français. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup à professeur Bendana pour votre phrase quand vous avez dit que toutes les jeunesses étaient révolutionnaires par défaut. C'est très inspirant. Ma question, elle portait sur le rôle de l'Union européenne, voire même de la France et de la diaspora tunisienne. Est-ce qu'il y a eu des transferts après la Révolution sur des transferts démocratiques ou même économiques? Enfin, quel rôle ont joué l'Union européenne, la France et la diaspora tunisienne post-révolution? Est-ce que ça a aidé ou non? Merci beaucoup. D'autres questions, peut-être? Non? Alors, la question a été adressée au professeur Meliti. Ah, elle m'est adressée à moi, je crois qu'elle est adressée à tout le monde. Mais je peux répondre. Moi, je pense que la diaspora a joué relativement bien son rôle. La France, non, pour être honnête, et l'Europe encore moins. Je pense que la Tunisie avait à espérer beaucoup plus de soutien de ses amis européens qu'elle n'a eu, parce qu'on s'était, je dirais, on était parti de l'idée qu'on pouvait être un peu dans la même position que les pays de l'Est à la fin des années 80 et qu'on pouvait espérer un soutien aussi important. Je crois que la Tunisie était ballottée entre ses amis du Golfe et ses amis européens et elle n'a jamais eu réellement le soutien qu'elle méritait comme expérience démocratique originale dans l'ensemble de la région. Alors, la diaspora, en revanche, je crois qu'elle a apporté ce qu'elle pouvait en termes d'expertise. On a eu le nombre de Tunisiens qui sont revenus après la révolution en Tunisie pour essayer de reconstruire le pays, qui sont, je dirais, investis dans l'espace public, qui ont même joué des rôles de premier plan sur le champ, comme ministre ou autre chose. On sait très bien que la diaspora continue aussi de renflouer les caisses de l'État d'une manière ou d'une autre. On sait très bien que, par exemple, ce qui a sauvé le dinar ces derniers moments, ces derniers mois, c'est l'apport, c'est les transferts de l'argent qui vient des Tunisiens de l'étranger. Voilà. Mais je crois que pour ce qui est des Européens, je crois qu'on avait droit d'espérer un peu plus de leur part. Oui. Je pense... Donia, si vous permettez. Oui, voilà. Oui, juste pour rebondir un peu à la dernière question, mais aussi pour apporter quelques éléments à l'intervention tout à l'heure du professeur Casarino. En fait, je partage l'avis de Ahmed, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, on avait le sentiment, sur le plan économique, bien sûr, hein, on avait le sentiment d'être livré à nous-mêmes, que la Tunisie était livrée à elle-même. Et on s'attendait certes, en fait, plus de soutien de la part de nos voisins de l'Europe, et notamment, parce que si on compare un peu, en fait, les révolutions de la fin des années 80, début 90, je parle précisément de l'Europe de l'Est, et en fait, l'Europe de l'Est, les révolutions qui ont eu lieu, en fait, après la chute du mur de Berlin, quand même, ont été vraiment soutenues par l'apport économique européen et américain. Et ça, en fait, c'est une vérité historique. Chose qui n'a pas eu lieu pour ce qui est de la Tunisie. On a beau applaudir la révolution tunisienne, mais je pense qu'on n'a pas fait de sorte que cette révolution réussisse sur le plan économique. Je partage l'avis de Ahmed. Meliti, en fait, une démocratie sans création de richesse, je pense qu'elle est vouée à énormément de problèmes, mais pas uniquement. N'oublions pas aussi que la révolution tunisienne est en train d'évoluer aussi dans un cadre international d'une véritable crise de la démocratie partout dans le monde. N'oublions pas ça aussi. Et qu'aujourd'hui, en fait, nous avons vécu une dizaine d'années en fait, de la révolution tunisienne, mais on a presque tout vu durant cette décennie. On a tout vu par rapport à des régimes à qui il a fallu un siècle pour pouvoir passer de la mise en place de la démocratie jusqu'au populisme. Nous, on est passé dans un laps très court, en fait, d'une démocratie naissante à une démocratie confrontée à la montée du populisme. Ça, c'est un premier volet. Concernant, en fait, l'intervention tout à l'heure du professeur Casarino, oui, entièrement d'accord, professeur, c'est qu'en fait, il y a un grand problème aussi de réconciliation. Et même si j'ai beaucoup travaillé sur la thématique de la justice transitionnelle, je le répète, qu'aujourd'hui, en fait, on a toujours un grand problème de manipulation et d'utilisation de ce volet de la justice transitionnelle de tous bords, y compris par les anciennes victimes, et notamment le parti au pouvoir aujourd'hui, Nahda, le parti islamiste, ou par les autres. Et cette idée de
réconciliation qui apparaît de plus en plus, on n'arrive pas à la cerner. Parce qu'en fait, si on va se baser sur les intentions des uns et des autres et sur certains faits, on aimerait bien probablement aussi faire table rase des souffrances des victimes et uniquement payer les victimes sans qu'il y ait un passage par une responsabilisation, une responsabilité pénale des personnes qui ont été les responsables des dépassements et des violations des droits humains durant la période avant 2011. Et c'est pour cette raison, moi, je pense qu'un véritable débat sur ces questions s'impose aujourd'hui. Dernière réaction, il ne faut jamais dire qu'il s'agit uniquement des attentes de la population la plus défavorisée. Je vous rassure aussi, je vous assure que même la population la plus favorisée, elle aussi a des revendications et n'arrive pas, bien sûr, à avoir une réponse positive d'un point de vue droit et liberté, notamment dans les libertés individuelles et dans les droits individuels des uns et des autres, dans l'égalité entre hommes et femmes, une égalité parfaite et intégrale et surtout effective. Je pense ça aussi, il faut toujours le rappeler. Professeur Bendana, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est dit là par rapport à la question de Léopold? Oui, moi je voudrais encore une fois répondre à la fois en tant que citoyenne, mais avec des outils d'historienne, si vous voulez, et un peu pour ajouter quelque chose à ce qu'ont dit Ahmed Melliti et Wahid El-Felchichi. Je veux revenir à ce terme de déclic qui a été repris par Ahmed, et il est intéressant pour les historiens parce qu'il indique un moment, mais pas seulement un moment où on peut voir un changement qualitatif, c'est-à-dire quand vous allumez la lumière ou vous l'éteignez, vous pouvez voir des choses comme ça. Et en histoire, ça ne peut pas être une seconde, une minute, un mois ou même un an. Peut-être que ce que j'ai appris en tant qu'historienne, c'est qu'il y a plusieurs déclics. Tout à l'heure, nous avons parlé de nos déclics subjectifs, moi et vous, les jeunes, etc. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des déclics collectifs. Et la Tunisie aussi ne peut pas connaître un déclic linéaire, qualitativement en crescendo, comme les insurrections. Les insurrections, crescendo, 29 jours, Ben Ali est parti. On a pris l'habitude un peu de ce crescendo très vertueux qui a apporté quelque chose. Je crois que les Tunisiens, nous, on a été nourris de ce grand déclic qui a duré 29 jours, mais pendant 29 jours, des gens sont morts, d'autres ont été blessés, des gens ont été malheureux, ont eu peur, etc. Il y a un deuxième déclic en ce moment qui est très ralenti peut-être et qui prend plusieurs vitesses, qui n'est pas possible, et qui doit être un moment charnière. Parce qu'à mon avis, ce que j'ai appris aussi depuis 10 ans, c'est qu'une révolution, c'est une expérience politique, d'accord, mais c'est une expérience existentielle, ce que tout à l'heure Ahmed a exprimé par le mot subjectivité, mais au niveau individuel, mais au niveau collectif. Notre subjectivité collective comme Tunisiens, pour le moment, elle est en plein désordre. Tout le monde est contre tout le monde, les partis, on croit que ça va régler, on oublie les plus pauvres, on oublie les plus vulnérables, et ce n'est pas normal. Et cette subjectivité collective aujourd'hui qui est malade, qui est incomplète, qui n'arrive pas à faire pour les plus vulnérables d'entre nous, ça s'appelle la citoyenneté. Et pour le moment, j'ose espérer qu'elle est en ébullition, si vous voulez, qu'elle n'a pas encore trouvé les bons ingrédients et la bonne manière de se faire, et que ce déclic aujourd'hui, avec tous les ratages pour le moment, toutes les mauvaises expériences, et puis une sorte de malheur, si vous voulez, pour ne pas dire bonheur politique, il y a une sorte de malheur politique qui a succédé à l'euphorie des premiers temps de 2011. Ça, nous devons le prendre en main en tant que Tunisiens, surtout parce que l'Europe et la France n'ont pas pu nous aider, et je pense qu'elles n'ont pas pu, pas seulement elles n'ont pas su, parce que le monde entier est en révolution, à mon avis. Et donc, la Tunisie, aujourd'hui, fait partie du monde, et nous devons prendre notre destin en main, individuellement, mais aussi collectivement, en bâtissant une citoyenneté, pour que cette citoyenneté nous permette justement, 10 ans après, de construire quelque chose d'un peu plus viable que ce que nous avons construit dans ces 10 ans. Merci professeur Bendana. J'ai une question par rapport à ça qui me tourmente un tout petit peu.
si on revient au slogan, en fait, خبزومي وبن عليلي شغل كرامة حرية شغل حرية كرامة وطنية, tous ces slogans, même en français, la seule démocratie, le pays, enfin la démocratie, l'unique rescapée du printemps arabe, etc. En quoi c'est important pour raviver la mémoire collective, puisqu'on parle du collectif en fait? Les slogans, c'est très bien, c'est comme les chansons, c'est comme la poésie, c'est très bon, ça fait du bien, ça fait du bien aux âmes. Et nous sommes des êtres vivants qui avons besoin de nourriture spirituelle. Moi, ça me donne la chair de poule quand je revois des choses aussi que nous avons traversées. C'est très important, les slogans. Mais la poésie, c'est mieux, hein, moi, je crois, parce que les slogans, c'est des choses qui finissent par venir. Et je pense à Sraïr Ouled Ahmed, par exemple, et à sa poésie, et à ce qu'elle a porté en 2011. Maintenant, il est mort, il est parti, mais je pense que c'est quelqu'un qui a symbolisé à la fois la poésie de la révolution tunisienne. Mais la révolution tunisienne, on l'a dit, elle a besoin de droits, elle a besoin de réalisation, elle a besoin de richesse, elle a besoin de croissance, elle a besoin de solidarité. Et comme a dit Wahid Ferchichi tout à l'heure, elle a besoin aussi que l'on applique le droit. Je pense que la Tunisie a besoin de devenir un État de droit après avoir été totalitaire. Et je pense que moi, qui ai vécu sous Ben Ali plus de 50 ans, je peux vous dire qu'il faut du temps pour se défaire du pouvoir autoritaire, même quand on n'a pas été soi-même dans le régime. Donc, il y a aussi le temps que se défassent tous les effets néfastes des pouvoirs autoritaires. Et ça, c'est une question de temps, mais c'est aussi une question de travail des individus et des collectifs, pas seulement les partis, les associations, l'enseignement, les médias, etc. Et ça doit se mettre au travail d'une façon qui permette de construire ça. Et moi, je pense que nous avons quelque chose à construire après ces 10 ans. Les slogans, c'est joli, je finis sur ça. Professeur Ahmeti, qu'en pensez-vous? Oui, alors, ça me permet peut-être de revenir à ta question de départ, à ta première question. Parce que moi, je pense que ce que tu viens de dire concernant le slogan sur la dignité est très important, je crois. Et c'est l'un des problèmes qui n'ont pas été réglés jusqu'à aujourd'hui. Si on essaie de traduire le mot dignité en termes un peu plus, je dirais, barbares et un peu plus savants, on parlerait de reconnaissance, comme vous le savez, ce concept qui a été mis au point par Honnête et qui montre à quel point les gens, les groupes sociaux, les régions, les corporations ont besoin, je dirais, d'avoir une place dans la lumière, d'être dans le regard de l'autre quelque part, d'exister pour l'autre, d'accord? Et je crois que s'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé en Tunisie aujourd'hui, c'est exactement une réponse satisfaisante aux besoins de reconnaissance des populations les plus vulnérables, les plus fragiles, les moins favorisées. Il y a toujours, chez les gens de l'intérieur, chez les régions les plus défavorisées, dans les territoires oubliés de la relégation, le sentiment qu'il n'existe pas pour l'État, qui n'existe pas pour la collectivité, qui n'existe pas pour les autres et qui sont quasiment invisibles dans l'espace politique. C'est-à-dire que leur parole n'est pas prise en compte et leur existence elle-même, leur souffrance n'est pas prise en compte, etc. Et je pense que c'est ça ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui et auxquels les Tunisiens doivent, enfin pas les Tunisiens, mais les autorités tunisiennes doivent trouver une solution. Ils doivent répondre aux attentes de ces gens-là qui ont le sentiment d'être complètement oubliés. Je pense qu'on a une question. Hassan ? Oui. On a une question d'Amira. Ensuite, je passerai à commentaire. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'on a un commentaire. Oui, alors, ensuite, une question. J'aimerais faire un petit commentaire pour répondre à Léopold, partager ma perspective sur sa question. Alors, par rapport au financement européen en Tunisie, j'avais brièvement travaillé avec lui en Tunisie sur ça. Et je pense qu'une des plus grandes problématiques qu'il y a, c'est que l'UE tient encore un discours très conditionnel vis-à-vis de la Tunisie, et ce discours fâche après la révolution, dans le sens où les Tunisiens pensent qu'ils savent ce qu'ils doivent faire de leur pays et on ne veut pas un soutien conditionnel avec une méthodologie spécifique de comment régler nos problèmes.
Et je pense que depuis 2015 et la deuxième review de la Neighborhood Policy, il y a eu un petit changement au niveau des programmes de l'UE en Tunisie et des tentatives de créer des programmes qui s'adressent à la société civile, des programmes de financement qui ne vont pas à l'État, mais qui s'adressent directement aux acteurs de la société civile pour financer des projets et passer vers un development from below et encourager cela. Mais il y a encore beaucoup de réticences envers l'Union européenne, ces politiques de conditionnalité. Et il faut dire aussi que dans d'autres régions, outre que par exemple le Grand Tunis, dans des régions internes qui ont le plus besoin finalement d'aide, il y a aussi cette peur du néocolonialisme européen qui est encore omniprésente, dans le sens où il y a eu beaucoup de projets qui ont été financés par l'UE, mais après les associations ont demandé à l'Union européenne, est-ce qu'on peut ne pas mettre le drapeau de l'UE sur ces projets-là, parce que ça va être éloigner certaines personnes qui vont se dire « Ah, ce n'est pas un projet tunisien, c'est un projet néocolonial ». Je te remercie, Salma. C'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire. Je passe la parole à Amil, à une autre étudiante tunisienne, Amil Azaïs, qui veut poser une question. Tu es ici. Merci, professeur Melliti, pour votre intervention. Et d'ailleurs, merci à tous les intervenants. On est très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, ma question est dirigée vers vous, professeur Melliti. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler brièvement de ce dilemme dans lequel nous, les Tunisiens, se trouvent vis-à-vis de cette illusion de liberté après la révolution tunisienne. Merci beaucoup. Pour répondre, d'abord, je ne partage pas votre diagnostic. Il n'y a pas d'illusion de liberté, il y a une véritable liberté malgré tout. Hein. Je crois que ceux qui parlent d'illusion de liberté n'ont pas vécu les temps de Ben Ali. Pour mesurer l'écart qui existe entre ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui. Et je pense que cette liberté n'est pas qu'une liberté, je dirais, c'est un peu ce que je voulais dire dans mon propos, peut-être je n'ai pas réussi à le faire entendre suffisamment, n'est pas qu'une liberté autorisée, si j'ose dire, c'est une liberté intérieure que le Tunisien a acquise et qui est là. Et je pense que c'est le politique maintenant qui doit faire avec cette liberté parce qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Je crois que c'est ça pour moi le plus important. Alors, bien sûr que des voix s'élèvent pour dire les Tunisiens ont mal compris la liberté, ils l'utilisent mal, ils confondent liberté, désordre et anarchie. Tout ça, on l'entend. Mais ça aussi, on le trouve un peu partout. Ce n'est pas, je dirais, une particularité de la Tunisie. Chaque fois qu'on a un espace de revendication, on peut l'investir d'une manière qui peut être perçue, je dirais, comme étant inopportune ou maladroite. Moi, je crois que les Tunisiens, s'ils ont réussi un coup dans leur révolution, c'est exactement, ils ont bien réussi leur liberté. Voilà. Et quand on voit, et Khmar peut-être serait plus à même d'en parler, quand on voit cette libération des énergies qui s'est faite avec la Révolution, qui continue malgré l'essoufflement, malgré comment dire, le désenchantement un peu général, et qu'on voit dans le cinéma, dans la création, dans la publication. Moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant de publications, Mar le confirmerait, de livres, comment dire, de textes. Ça va du petit post Facebook jusqu'à quelque chose de beaucoup plus construite, beaucoup plus complexe, etc. Je crois que voilà, les Tunisiens vivent bien leur liberté et ils en demandent un peu plus, comme le dit Wahid. Voilà. C'est ça leur problème. Si vous permettez, Ahmed et Donia, je ne sais pas si c'est possible. Oui, en fait, il y a un élément fondamental, et là j'attire l'attention de mon grand ami Ahmed Melliti, mais pas en tant qu'Ahmed Melliti seulement. Ahmed Melliti et tout un groupe de chercheurs, et notamment de ceux et de celles qui s'intéressent en fait aux dynamiques sociales tunisiennes. C'est qu'en fait, n'oublions pas qu'aujourd'hui, ceux et celles, je parle des Tunisiens et des Tunisiennes, qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, n'avaient que 10, 12, 14 ans au moment de la Révolution. Et c'est très important comme donne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des personnes, pas uniquement qui n'ont pas connu la dictature et les mécanismes de la dictature, c'est des personnes aussi qui ont, et là aussi c'est un élément à creuser, qui soutiennent un peu le retour à un système qu'ils n'ont pas connu.
Et là, je pense qu'il faut faire très attention et étudier un peu comment, en fait, une jeunesse qui n'a jamais connu le régime de Ben Ali, qui n'a jamais connu le avant 2011, parle aujourd'hui d'un retour à un régime pareil. Et là, je pense que c'est un élément fondamental à travailler dessus, surtout que cette jeunesse qui n'a connu que la liberté, entre parenthèses, bien sûr, sa revendication est très importante d'un côté, mais aussi c'est une jeunesse aussi qui contient énormément d'aspects de radicalisme. Et là, lorsque vous voyez un peu la montée du populisme et la montée de cette extrême droite tunisienne, et là, on voit énormément aussi de jeunes qui rallient ces mouvements. Je pense que c'est très intéressant aujourd'hui de s'intéresser et de travailler sur cette composante de la société tunisienne. Professeur Casarino, vous voulez réagir par rapport à ça? Oh, il y aurait beaucoup de points à réagir. J'aimerais réagir sur un point intéressant de Salma, son expérience. J'ai trouvé intéressant ce point. Il faut se rappeler d'un moment très, très crucial. Qmar nous a parlé les historiens qui s'intéressent au déclic, au moment charnière. Il y a eu un moment charnière en 2011 par rapport à l'Union européenne. C'était le mois de mars 2011, lorsque l'Union européenne a publiquement publié un mea culpa. Professeur Casarino, je pense que vous avez un problème de connexion. Aujourd'hui, ce document, si vous voulez, je pourrais l'envoyer. Si des personnes parmi vous sont intéressées par... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça va? Non, pas très bien, Jean-Pierre. Professeur Casarino, peut-être que vous pensez à éteindre votre caméra? Ça sera mieux, peut-être? Je suis désolé. Là, vous ne m'entendez pas? Oui, là c'est mieux, en fait. Bon. Est-ce que ça va mieux? Vous m'entendez? Moment charnière. Vous m'entendez là, hein, je suppose. La mea culpa. Ensuite. Voilà, un moment charnière. Voilà, en mars 2011, un mea culpa public de l'Union européenne où elle-même dénonçait sa vision faussement, disait-elle, réelle politique, qui n'était même pas réelle politique. Et elle faisait véritablement un mea culpa par rapport à la manière dont elle avait accommodé la dictature. Et c'est un élément important. Parce que ça a déterminé beaucoup de choses. Ce mea culpa de la Commission européenne n'a pas du tout été apprécié par le Conseil. Le Conseil qui a lui-même renversé cette approche. Donc des États membres de l'Union européenne ont essayé de taire la Commission européenne. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire à quel point les choses sont allées très très loin. Mais après, on l'a oublié, cet aspect-là. Voilà. Ouais. Professeur Casarino, je vous remercie. En fait, il nous reste juste 2 minutes. Le temps que je vous remercie déjà de m'avoir donné cette opportunité de modérer ce débat. Mais non, et de merci à vous. Aux intervenants qui nous ont délivré des informations très intéressantes par rapport à cette période post-révolutionnaire. Je remercie aussi Amel pour sa disponibilité et son aide précieuse, les étudiants tunisiennes, les étudiants qui sont présents aujourd'hui ici ou sur Zoom, mais également et surtout l'équipe qui a travaillé sur ce débat, sur la préparation de ce débat et qui a veillé à ce que ce débat se déroule dans les bonnes conditions. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère qu'on va se voir bientôt. Merci, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci à nos 3 chers intervenants. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Bendana. Au revoir, Wahid. Au revoir. Au revoir.